j'ai un seul mentor, c'est Thomas Isidore Noël Sankara, c'est tout. Nous sommes dans une communauté africaine où l'essentiel de ce que nous consommons vient de l'étranger. On a besoin de lunettes, on fait appel à l'étranger. On a besoin de micros, on fait appel à l'étranger. Quand un Africain souvent conseille, on ne l'écoute pas. Mais quelqu'un viendrait d'ailleurs avec un conseil qui ne nous ressemble pas, on le prend. Maintenant, imaginons un mécanicien qui arrive à faire 10 000 par jour. À travers cette somme d'argent, il réussit à entretenir sa famille. Et on dit à ce mécanicien, maintenant il faut qu'on te formalise, c'est l'option du gouvernement, il faudrait juste que tu nous donnes 2500 de ce que tu gagnes par jour. Mais mon ami, cette personne-là, si tu lui prends 2500 par jour, elle risque de tomber en faillite. Nous, on cotise dans la caisse, ils prennent une partie de l'argent pour en acheter du carburant, pour en acheter des voitures, pour avoir des villas, pour voyager en business class. Et ces personnes ne font pas beaucoup d'efforts comme nous, les entrepreneurs. Si on me dit qu'il manque d'argent pour financer le secteur informel, je dis c'est de la rigolade. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal Officiel, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche. N'oubliez pas, parce que je ne peux pas avoir 5 millions de vues et moins de 100 000 abonnés. Ce n'est pas possible. Enfin, je pense qu'on a atteint les 100 000, on va les atteindre, on y est déjà. Je suis aujourd'hui avec un invité que vous avez déjà apprécié, que vous avez déjà rencontré sur une de nos capsules, Monsieur Théo Lam, avec qui on va avoir l'opportunité de discuter. La dernière fois, c'était un keynote et aujourd'hui, on va pouvoir converser. Bonjour Théo, comment vas-tu? Bonjour Nabou, c'est un plaisir de te rencontrer à nouveau. Alors Théo, dis-moi, qui es-tu? Aujourd'hui, exceptionnellement, je me présente en tant que consultant. J'accompagne des cadres et dirigeants d'entreprises. Je les aide à développer leurs activités et j'accompagne également des États sur des missions de conseil à travers des appels d'offres. Et l'idée, c'est toujours comment contribuer au développement de nos territoires, l'Afrique. Waouh! Comment est-ce que tu y es arrivé, Théo, à ce métier de consultant? Moi, j'aime bien quand tu dis accompagner les cadres. Pour moi, c'est très important parce qu'on a besoin d'accompagner les ressources humaines du continent. Mais encore plus, ce que j'ai encore plus aimé, c'est accompagner les États parce que je pense que les États ont encore plus besoin d'être accompagnés. Comment est-ce que tu es arrivé à ce parcours? Quelle est ton histoire? Mon histoire, elle est toute simple. C'est un Sénégalais qui est né au Sénégal et qui a grandi au Sénégal, ensuite qui a terminé son parcours en France. J'étais prédestiné à entreprendre car j'aimais toujours prendre des initiatives, j'aimais diriger, mais je n'avais jamais souhaité être visible. Toutes les actions que je menais convergeaient dans une contribution à la communauté et naturellement, je me voyais une personne qui créera son entreprise à la fin de ses études. C'est ce que j'ai fait. Comme je suis passionné par la transmission, le conseil, et j'ai toujours appris à travers des scénarios naturels de notre continent et surtout chez les femmes, chez les artisans et chez les jeunes du secteur informel, dont ces personnes j'identifie souvent dans mes conférences, pour qui j'ai beaucoup d'estime, grâce à leur sens de créativité, leur niveau d'innovation et surtout leur façon de faire notre monde en Afrique. Et je suis toujours admiratif de ce que font ces personnes-là. Elles m'ont beaucoup inspiré. Je tenais à le préciser parce que souvent, on me présente comme un acteur de parcours d'école de commerce, ce qui est vrai. Un parcours d'entrepreneur, c'est vrai. Un écrivain, c'est vrai. Cependant, l'essentiel de ce que je tire de mon parcours, c'est lié par des discussions que j'ai eues avec des dames qui n'ont pas été à l'école et qui ont créé des choses réelles dans notre communauté. Des jeunes qui n'ont pas été à l'école et qui ont réussi à impacter notre communauté. Des acteurs comme des artisans qui ont créé des produits que nous utilisons tous les jours. Et donc, toute ma réflexion intellectuelle est soutenue par ces types d'acquis que j'ai découverts auprès de ces personnes dont j'admire. Alors, j'aime beaucoup ce que tu as dit, l'observation des scénarios d'artisans, de femmes. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit quand tu parles de créativité, d'accomplissement, de choses qui sont... Alors, quand tu dis observer les scénarios, est-ce que tu peux me donner un exemple concret, par exemple?
Avant de donner l'exemple, je veux partager avec toi ce que tu sais déjà. Nous sommes dans une communauté africaine où l'essentiel de ce que nous consommons vient de l'étranger. On a besoin de lunettes, on fait appel à l'étranger. On a besoin de micros, on fait appel à l'étranger. On a besoin même de scénarios pour notre économie locale, on appelle l'étranger. Sauf que dans notre économie, il y a de braves personnes qui ont déjà réfléchi et qui ont déjà créé des solutions durables que nous n'avons pas eu l'opportunité de les utiliser dans notre écosystème. Tu vas prendre les techniques de séchage, les techniques de fumage, différentes techniques utilisées par des femmes dans les villages, qui sont des solutions optimales, qui sont invisibles, mais qui sont riches d'expérience. On les a ignorées, on ne les a pas valorisées, et on s'oriente vers d'autres instruments qui ne sont pas en connexion avec notre mental, avec notre culture, avec notre communauté. Finalement, je me dis, soit on a mal observé, soit on ne fait pas attention à ce que nous avons, soit nous avons des acteurs qui ne s'orientent pas vers l'essentiel. Ça, c'était juste une parenthèse pour montrer que les autres ont observé tout ce qui est de bien chez nous et ont réussi à nous proposer ce qu'ils veulent, ce qu'ils estiment que nous reflétons et ce qu'ils estiment favorable à nous. Maintenant, concernant ta question, ce sens de l'observation, nous l'avons ici et nous devons encore le développer. Parce que pour créer la tisane avec nos plantes, les femmes ont juste observé comment ces plantes, comment ces racines peuvent être des éléments ou des aliments, pour être plus concrets, que nous pouvons utiliser pour avoir une meilleure hygiène de vie, pour avoir une meilleure santé. Les femmes ont aussi observé dans l'environnement beaucoup d'autres ingrédients qu'elles utilisent pour fabriquer du savon, de l'eau de javel, et ainsi de suite. Donc finalement, ce sas de l'observation n'est rien d'autre qu'une façon de découvrir les merveilles de notre écosystème et d'en faire de vrais bijoux en matière de développement économique. Je crois à cette solution et j'y travaille en même temps. Alors, je reviens sur le fumage et le séchage. Très intéressant. Ce que tu as dit, et de l'observation, tu parles des tisanes aussi. Alors, tu me rappelles un peu, quand tu dis ça, ça résonne beaucoup parce que ça me rappelle comment nous avons adopté des façons, des denrées alimentaires occidentales, alors qu'aujourd'hui, quand on va en Occident, on nous parle de superfoods, ces super aliments qui sont des aliments qui viennent de notre nourriture traditionnelle, comme le moringa, le baobab, le bissap. Quand je vois des gens faire des choses, ils parlent de bissap. Oh, hibiscus flower. Je dis, hey, ça, on est né dedans. Ou alors, je vois le travail remarquable aussi qu'un de nos frères fait aux États-Unis, puis chef Pierre Tam, autour du fonio. Il fait un travail extraordinaire. J'ai eu à le rencontrer je l'ai rencontré plusieurs fois à New York, mais j'ai vu, il a été même choisi par la fondation Bill Gates pour parler de l'importance du fonio dans la nutrition dans les sociétés rurales africaines. Donc, séchage, fumage. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret de quelqu'un que tu connais ou d'une coopérative d'entrepreneurs? Personnellement, j'ai été à Kindia, en Guinée, voir les femmes qui font le séchage et le fumage ce qu'on appelle le konkoué, tu sais, le poisson qu'on aime beaucoup en Guinée. Donc, j'aimerais bien que tu me donnes un exemple concret, un scénario qui t'a touché, qui t'a marqué quelque part en Afrique au gré de tes... En fait, c'est tellement nombreux que je n'arrive pas à choisir un. Parce que tous les scénarios que j'ai déjà vus en Afrique, ce sont des argumentaires solides pour notre développement. Je préfère juste dire ceci. À travers ces techniques qui ont démontré leur efficacité et leur contribution dans notre économie, il est important qu'on les prenne à la racine, qu'on les étudie pour en faire des industries locales. J'aime beaucoup ce que tu dis. Alors, ce que tu dis, ça résonne parce que je me dis, on parle d'industrialisation de l'Afrique, mais on voit l'industrialisation à grande échelle. Parce que les financements qui sont disponibles sont toujours des financements, on va te parler de millions d'euros. Mais concrètement, l'Afrique, dans mon observation et dans mon expérience en tant qu'actrice de l'écosystème, accompagnante d'entrepreneurs, je me rends compte qu'on a besoin de faire des petites industries locales. Est-ce que c'est ce que tu es en train de dire, de confirmer? Bien évidemment. Et avant même de donner ma position sur cette question,
regarde comment nos politiques économiques sont dessinées chez nous. On fait appel à des experts internationaux, on leur demande de réfléchir et de produire des documents pour élaborer une politique économique des différents pays en Afrique. Ces personnes qui ne connaissent pas le territoire viennent avec des solutions déjà préparées et nous proposent un schéma directeur. Et dans le schéma, nous pouvons constater qu'il y a une petite partie de l'économie informelle qui a peu de résultats si on le compare avec le secteur informel, qui profite à plusieurs générations d'Africains et qui a des sources claires et qui a une contribution effective. Et j'ai l'impression qu'on veut nous faire croire que nous avons une politique centrée sur le formel, on tire tout le monde vers le formel. Or, en réalité, nous avons une économie informelle qui dirige nos États. Maintenant, comme nous avons des intellectuels qui estiment que les autres ont raison, que les autres nous demandent de faire de très grands projets pour sortir de nos pays de cette précarité, nos intellectuels les suivent. Or, en réalité, il y a des petites choses qui ont impacté nos différentes localités et qui ont donné naissance à des familles qui ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Et nous, on y croit, mais malheureusement, dans tout notre écosystème, on voit rarement des autorités qui soutiennent de telles initiatives. En un mot, je valide cette initiative parce que ça permet de nous concentrer sur ce que nous avons, ça permet de réduire la dépendance, ça permet également d'avoir ce concept de briller. Souvent, je t'entends parler de cette notion de brillance. Oser briller. Exactement, oser briller. C'est-à-dire, j'ai l'impression que tu veux nous faire comprendre que briller n'est pas synonyme de parler partout, de prendre la parole et d'exposer ses connaissances. Briller, c'est un fort intérieur. Tout le monde a un talent pour briller. Tout le monde peut exposer ce qu'il a de plus cher et tout le monde peut proposer sa solution à son échelle. On n'a pas besoin d'avoir de grandes choses pour faire un monde. On a besoin de petites sommes de choses et on essaye de les équilibrer, on essaye de les additionner. Finalement, on se retrouve dans un grand espace. Maintenant, un mot pour conclure. Nabou, il faut qu'on revienne à la source. Il faut qu'on repense notre modèle. J'ai déjeuné avec un bon ami avant-hier, Séraphin Kwa, qui est un entrepreneur depuis 25 ans. C'est le propriétaire des groupes d'écoles de commerce 2IAE. Il a une école à Azéguié, une école ferme, une école de bâtiment également. Lui, il est parti d'un espace vide. Il a quelqu'un que j'aimerais avoir sur mon podcast. Ah, mais avec grand voilà plaisir. Le genre de personne que tu découvriras un entrepreneur puissant et percutant. J'aimerais ce monsieur. Parce qu'en fait, lui, il a pensé qu'il était important de voir un espace vide et de le transformer en économie locale. C'est ce qu'il a réussi. Mais lorsqu'on déjeunait, je lui disais, tu sais, la chance que tu as, tu réfléchis comme les femmes et tu agis comme les femmes. Oh, j'adore. Attends, s'il te plaît. Stop, tu viens de dire quelque chose qui me plaît là. Développe. Un entrepreneur, homme qui réussit, développe bien. les qualités de femme. Une femme a cette chance unique. Le sens de l'observation, le sens de l'analyse et le sens de la décision mesurée. Observation, analyse, décision mesurée. Pourquoi mesurer? Des compétences féminines. Exactement. Pourquoi mesurer? En général, quand une femme veut décider, je parle de vraies femmes, je ne parle pas des femmes dans les réseaux sociaux qui développent le féminisme ou qui développent d'autres concepts. Laisse-nous tranquille. Ouais, je n'ai rien à voir avec ces types de femmes. Faut nous laisser. Je parle de vraies femmes. Mais c'est des vraies femmes, toutes les femmes sont des vraies femmes. Ok, je l'accepte, mais celles que j'ai identifiées, c'est celles qui créent avec une grande facilité, avec une grande audace et qui n'aiment pas forcément les espaces de communication comme la télévision et leur service. On ne peut pas identifier que ce sont ces femmes qui font, mais quand on tire des enseignements de comment elles ont fait, on se rend compte qu'elles ont soulevé des montagnes. Donc tu dis que je veux te ramener à quand même, ok, que M. Kwa donc, a des compétences de femme. Oui, ces compétences de femme, c'est quoi? Quand il a besoin de quelque chose, il agit. Mais en même temps, quand il agit, il a déjà réfléchi au même moment. Et
il a une vision lointaine, c'est-à-dire, dans 10 ans, voici cet espace, comment je veux le voir. Et les femmes, en général, quand elles posent un acte, elles y voient un futur proche et un futur lointain. Elles ne le disent pas, parce que dans notre écosystème, on ne donne pas le privilège aux femmes de s'exprimer sur leur vision. En général, c'est très lointain en termes de timing. Maintenant, pourquoi j'ai dit Séraphin Quah a des compétences féminines également? Dans tous les projets, c'est l'humain qui est au centre. Absolument. On ne peut pas créer une entreprise, une industrie locale, une industrie à tous les niveaux et de penser que le matériel est le premier élément du processus. L'humain, la générosité, le partage et la communauté. Aujourd'hui, une femme qui dirige a cette possibilité de prendre des décisions mesurées en tenant compte de l'humain. On ne peut pas tout prendre comme décision s'il s'agit d'une entreprise sans pour autant que l'humain soit l'acteur principal. Ce que je veux dire à travers cette position, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse sur la création d'un modèle propre et unique pour l'Afrique. Et la discussion que nous avons eue quand même lors de ce déjeuner, autant pour moi, c'était de dire, est-ce qu'on suit les gens qui disent on ne réinvente pas la roue? Alors, moi, je n'ai rien contre les gens qui choisissent de copier et de coller. C'est leur choix. Je ne suis pas dans un débat, ni dans une philosophie, ni dans un clan. Mais j'ai estimé, en 20 ans d'expérience en Afrique, sur plusieurs pays où j'ai investi, nous n'utilisons pas notre force intérieure. Nous avons des acquis, nous avons des choses qui dorment, nous avons des potentialités immenses que nous ne connaissons pas, nous avons des opportunités immenses également que nous n'exploitons pas, mais je veux juste qu'on crée les solutions à ce que ces opportunités soient profitables à tous. Est-ce que tu peux être plus concret quand tu dis les solutions? Quelles seraient ces solutions? Tu as dit le potentiel que nous avons, que nous n'exploitons pas. Quel serait ce potentiel concrètement, si tu devais nous donner des exemples concrets? Je peux te donner un exemple très simple. Tu as pris l'exemple de séchage. J'en rajoute le stockage dans un village. Comme les femmes ont déjà développé des techniques avérées, et nous sommes d'accord que ces techniques passent naturellement, on peut imaginer de créer un système d'incubation où on étudie en profondeur ce modèle pour en faire une démarche pilote. Mais les gens le font. Moi, j'ai vu Oui. ça en Guinée. Non, quand on le fait Dans et que... le tissage, dans la teinture, je suis Ouais. visité des Mais centres, le dans principal fumage aussi. problème, quand on le fait et que l'étranger nous finance, le projet est téléguidé par les intérêts de la personne qui finance. Moi, ce que je veux, qu'on ait une inspiration locale de ce savoir-faire, de cette façon de créer de la valeur dans notre économie. Les deux techniques, si on les étudie en profondeur, on peut imaginer quels sont les types de machines sur lesquelles nous pouvons travailler pour améliorer le savoir-faire de ces femmes. On peut engager une réflexion avec les jeunes, on les invite à faire un hackathon, en fait. Exactement. On peut chercher d'autres termes. Hein. L'idée, c'est de sortir d'une rencontre en ayant des projets aboutis. Avec des solutions. Avec des solutions concrètes, avec la construction d'infrastructures sociales qui peuvent être des éléments ou des produits même qu'on utilise dans d'autres canaux. Mais ça existe. Il y a une dame en Côte d'Ivoire que je ne connais pas, mais qui a été saluée par la presse internationale, une Madame Ba, qui a créé un système de séchage. Mais c'est bien. Mais moi, je veux qu'on aille jusqu'au bout de la logique. On a une idée révolutionnaire qui a marché. Elle a un produit. Oui, oui. Elle a un outil. Non, je parle d'idée avant de venir sur le produit. L'outil, d'accord. L'outil, je le prends en deuxième position. C'était une idée, un outil. Maintenant, l'État peut accompagner cet outil en permettant à des jeunes et à d'autres acteurs de réfléchir sur le perfectionnement de l'outil. D'accord. Une fois que l'outil est disponible, on le teste, on le duplique. Dans ce cas de figure, l'État peut dire, pendant 5 ans, je vais réduire le nombre d'importations de matériel similaire à ce que nous avons produit localement. Je valide. Et l'État commandera une bonne partie du matériel et l'État va booster l'économie locale. L'argent va circuler entre nous-mêmes. Est-ce que tu conseilles les États sur ce genre de choses? Mais exactement. Aujourd'hui... Quel est le pays à qui tu as conseillé qui implémente ce genre de choses? Je l'ai dit dans
plusieurs missions. J'ai fait des rapports dans plusieurs missions. Sont-ils implémentés? J'ai été extrêmement séduite par l'approche du Niger. Il y a 3 mois de cela, lors d'un panel au Mali, j'étais invité sur l'entrepreneuriat des pays de l'AES. Tu sais que j'étais au Niger il y a 3 mois. Hein. Oui, mais j'ai eu l'opportunité de découvrir que le Niger a commencé à implanter ce projet à travers le savon. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je l'ai théorisé dans des documents, j'ai expliqué le meilleur choix. Mais est-ce que c'est... Non, ma question, c'est pas ça. Le Niger le fait... Ma question, c'est toi, dans les pays que tu accompagnes, concrètement, toi, dans les recommandations que tu as données, est-ce que tes recommandations ont été implémentées? Est-ce que tu as vu ce type de recommandations que tu donnes quand tu accompagnes, quand tu fais des missions de consultation? Est-ce que ce sont des recommandations qui restent dans les tiroirs des personnes au sommet de l'État? Ou est-ce que ce sont des recommandations qui sont effectivement implémentées? Est-ce que tu as, pas qu'un pays l'a fait, ou il y a les gens le font, mais je veux savoir si, toi, quand tu le conseilles, est-ce que c'est implémenté? Parce que c'est ça la vraie question. Quand un Africain souvent conseille, on ne l'écoute pas. Mais quelqu'un viendrait d'ailleurs avec un conseil qui ne nous ressemble pas, on le prend. Toi, tu es africain, tu viens avec des solutions que tu comprends parce que c'est dans ton cœur, c'est ton esprit, c'est ton âme. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Mais est-ce que les gens implémentent ce que tu recommandes? Je vais détourner la question pour ne pas citer un pays et je te donne, travers ma réflexion, des exemples. Nous, on veut des Gbéré, nous, on veut pas les choses vagues, on veut le nom du pays. Ça va te plaire, ce que je vais te donner comme exemple. De façon générale, plusieurs des propositions ne sont pas suivies pour une raison. Les gens vont te dire, mais ce que tu dis, c'est très compliqué. Ce que tu dis, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas l'argent. Mais c'est compliqué pour eux parce que ce sont des décideurs. Ce ne sont pas des personnes qui touchent à la chose. Si tu n'as jamais créé d'emploi, tu n'as jamais réfléchi à comment transformer la plante en farine, tu n'as jamais réfléchi à comment transformer les racines en tisane, tu penses que créer une solution d'accompagnement est compliqué parce que ton métier, c'est politique, ton métier, c'est bavarder, ton métier, c'est guetter les opportunités pour avoir plus de responsabilités. Vous avez entendu les politiciens, c'est ça là? Oui, en fait, mais c'est important de le dire. Toi, comme ton cerveau est orienté sur des opportunités que tu peux capter au sommet de l'État, tu ne penses pas que nous, en tant qu'acteurs, nous avons la capacité de créer des choses qui marchent. Finalement, tout ce qu'on te dit, tu ne tiens pas compte de cela. Mais pourquoi payer des missions de conseil et recruter des consultants de haut niveau comme toi si ce n'est pas pour implémenter? C'est quoi l'objectif derrière en fait? Non, mais il faut comprendre une chose également. Le paiement ne vient pas de nos caisses. De nos caisses. Now you're talking. On a une mission, on est payé, qui est financée par l'étranger. Oui. Donc, les recommandations qui sont pro-africaines ne sont pas valides parce qu'elles ne font pas le pain béni de l'étranger. Très bien. Je comprends pas. En fait, je ne voulais pas rentrer en profondeur sur ce type de sujet parce que ça ne servira à rien du tout. J'écris pour le dénoncer. Celui qui veut n'a qu'à lire. Celui qui veut n'a qu'à lire. Comme tu l'as dit, je me répète. Cependant, citer un pays me fera très mal. Mais il faut aller en profondeur sur le débat. Aujourd'hui, ce que je peux constater, plusieurs de nos acteurs qui dirigent ont des visions limitées en termes de projets locaux. Parce qu'ils vont te dire, nous n'avons pas d'argent. Or, l'argent, nous ne l'avons pas tant que nous n'avons pas essayé d'autres schémas. Je valide complètement. Et localement, si quelqu'un me dit, je n'ai pas d'argent pour démarrer, mais je lui dis, en entrepreneuriat, on ne se focalise pas sur ce qu'on a. On se focalise sur ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas, on ne l'a pas. C'est notre travail. C'est invisible. C'est comme la dernière fois, dans la présentation de notre talentueux ami Serge, le docteur Serge, tu disais, quand on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais comment on peut avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas? On ne la connaît même pas. On ne la connaît même pas, cette situation. On n'a pas essayé. On ne tire aucun enseignement de la situation qui provoque la peur. Je valide complètement. Et quand on essaye, on peut se rendre compte, au lieu d'une situation de peur, c'est la persévérance. C'est le fait de dire, ah, j'ai pas réussi, il me reste 10%. J'y accorde encore de l'importance. Ah, il me reste tel élément, je complète. C'est-à-dire, on a une situation qu'on a développée en Afrique sur ce que je n'ai pas, c'est sur ça que je vais me concentrer pour échouer. Ce que j'ai, je laisse de côté.
et je suis les autres. Et ça, c'est très humain, parce que l'humain se concentre sur ce qu'il n'a pas, au lieu de se concentrer sur ce qu'il a, en fait. Mais ce qu'il a, c'est de l'or. Alors que ce que nous avons, et je voudrais revenir sur ce que tu disais sur l'informel, 80 à 90% de nos économies sont basées sur l'informel. La formalisation, c'est quelque chose... Et 80 à 90% de nos économies sont basées sur le travail des femmes. Parce que les femmes travaillent énormément dans l'informel, créent de la richesse et elles envoient les enfants à l'école, elles font tourner la société, en tout cas sur le continent africain. Et les statistiques sont claires. Le taux de femmes entrepreneurs le plus élevé au monde, il est en Afrique de l'Ouest. Oui. On est à 30-35% de femmes entrepreneurs, à peu près une trentaine de pourcents, notamment dans la région Afrique de l'Ouest. Alors, on nous dit, et moi je suis dans cette logique, parce que je me dis, si on ne formalise pas, on ne permet pas à l'économie d'absorber des revenus qui vont permettre de développer nos pays. Comment est-ce que tu vois ça ? Comment on contourne, puisque tu dis oui, l'informel est important. Moi, je suis toujours en réflexion permanente sur comment est-ce qu'on peut trouver un modèle de l'informel qui va permettre à l'informel d'être... Et bon, je vois, il y a des taxes, il y a des patentes, il y a des choses qui sont créées par les organismes fiscaux, pardon. Mais comment est-ce qu'on peut avoir ce levier et que ce levier n'échappe pas quand même à l'État afin que l'État puisse en bénéficier pour construire des hôpitaux, parce que l'État a aussi un devoir de développement des infrastructures. Cet argent, il faut le trouver quelque part. Donc, je voudrais avoir ton opinion là-dessus. Tu auras mon opinion, mais je veux bien compléter d'abord pour enrichir le débat sur la partie recommandation pour nos États. Moi, je suis arrivé à un âge où je ne peux pas me permettre de critiquer qui que ce soit. Mais je peux constater une situation et je propose des recommandations. Je me rends compte qu'aujourd'hui, il est difficile dans notre État de dire voici ce que j'ai identifié localement et voici les solutions d'ordre local. Quand tu le dis, les gens te disent c'est terre à terre. Mais la vie est terre à terre. Mais c'est la réalité, c'est common sense, le mais sens c'est commun. terre à terre, le sens commun, je suis d'accord C'est avec du toi. sens commun. C'est le vrai mot qu'il faut même utiliser. Mais on me dit, pourquoi tes solutions ne tiennent pas compte de la réalité occidentale? Mais mon ami, je ne suis pas en Occident sur ce projet. Sur ce projet, je vois une femme qui n'a pas été à l'école, qui a réussi à créer une solution durable. Je ne peux pas lui apporter des techniques apprises en France ou les techniques que j'ai déjà faites dans mes missions en France ou aux États-Unis. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, si nous voulons développer nos pays avec des recommandations qui peuvent marcher, il faut qu'on s'oriente sur ce que nous avons. Nous avons cette culture, cette identité. Maintenant, pour répondre à ta question sur le secteur informel, je dis quelque chose. Si une personne est intéressée, elle n'a qu'à me contacter, on en discute. Pour le moment, je suis contre le processus de formalisation des acteurs du secteur informel. Attends, m'assois bien. Je suis totalement contre. Et je vais utiliser un autre mot. Je suis foncièrement contre. Dis-moi pourquoi. Tu as des autorités qui, pendant plusieurs années, ont des rentes, une caisse, ont de l'argent du contribuable. Nous, on cotise dans la caisse. Ils prennent une partie de l'argent pour en acheter du carburant, pour en acheter des voitures, pour avoir des villas, pour voyager en business class, pour être dans les lieux dorés du monde. Et ces personnes ne font pas beaucoup d'efforts comme nous, les entrepreneurs. Nous, on souffre des... Nous, on se bat au quotidien. On se bat des... Et que ces personnes décident, ces personnes créent les lois, ces personnes donnent les orientations, ces personnes donnent même la phase opérationnelle des projets sans nous consulter. Maintenant, imaginons un mécanicien qui arrive à faire 10 000 par jour. À travers cette somme d'argent, il réussit à entretenir sa famille. Bien sûr. Et on dit à ce mécanicien, maintenant, il faut qu'on te formalise. C'est l'option du gouvernement. Il faudrait juste que tu nous donnes 2500 de ce que tu gagnes par jour. Mais mon ami, cette personne-là, si tu lui prends 2500 par jour, elle risque de tomber en faillite. Mais comment est-ce que tu veux que l'État finance son développement? Mais en réfléchissant... Non, c'est aussi simple. Je peux te donner un exemple si tu veux concret. Oui, donne-moi un exemple. Que j'ai proposé dans un pays. Quel pays? Je me tairai du nom. Non, quand on est consultant, il faut donner l'exbéré. Je ne suis pas chic, c'est normal. Parce que quand on est consultant, c'est comme un médecin. On ne peut pas parler du nom du pays. Maintenant, on m'avait demandé avec un groupe de réfléchir sur la formalisation. Mais j'ai la chance de toujours
confirmer ce que je pense à travers des actes. Comme disait notre talentueux consultant Zio, qui dit qu'il faut être aligné. Il a créé ce principe-là. Donc, je suis aligné également. Donc, je me dis, au lieu de demander la formalisation du secteur informel, allons-y pas à pas. On dit, par exemple, d'ici 5 ans, 2031, on veut 100 000 entreprises à la formalisation. Première année, on identifie les entreprises informelles. En identifiant une entreprise informelle, le propriétaire se dira, l'État maintenant me reconnaît, je suis utile. Et la première année, faisons un deal. On dit aux entreprises informelles, nous voulons juste que vous nous dites la vérité, combien vous gagnez. Pour le moment, on veut juste avoir des données fiables et ces données peuvent nous permettre éventuellement de réfléchir avec vous sur comment formaliser d'ici 2031. En discutant avec les acteurs et en ayant leur base de données, en ayant les informations financières de ces secteurs d'activité, on peut réfléchir sur comment les amener à l'autodétermination pour leur formalisation. Il faut qu'on les incite à ce qu'ils prennent les devants de cette formalisation. On peut dire en deuxième année, on vous a identifié, vous êtes 300 000, mais par contre, on a des primes pour les personnes qui font un chiffre d'affaires de temps. On a des avantages sociaux pour les personnes qui font tant. Exemple, on peut créer une carte maladie pour dire si tu fais tant de chiffre d'affaires, tu as 2 soins gratuits dans tel ou tel autre hôpital. Ça doit être financé par quelque part. Oui, mais on a les moyens de financer parce que dans les palais, en Afrique, il ne manque pas d'électricité. Dans les voitures des dirigeants, il ne manque pas de carburant. Il ne manque pas de bonne route quand un président passe. Donc, il ne manque pas de kérosène dans les avions présidentiels. Si on me dit qu'il manque d'argent pour financer le secteur informel, je dis c'est de la rigolade. Nous avons de quoi financer notre développement. Il faut réfléchir. Il faut oser creuser. Il faut oser utiliser ce que nous avons de plus cher, nos ressources naturelles. Et comme c'est à nous de le faire. L'entrepreneuriat féminin en Afrique, une mine d'or exploitée. Mais l'Afrique, c'est une mine d'or finalement. J'aime beaucoup ce livre-là. J'aime beaucoup ce livre et j'aime beaucoup ce titre. J'adore. Mais écoute, merci beaucoup. Maintenant, imaginons en deuxième année, on réussit à donner des avantages pour ces personnes. En troisième année, on peut dire, nous savons maintenant ce que vous faites. Nous vous avons décerné des prix, des avantages, mais on veut pour la troisième année que vous soyez dans une posture citoyenne et plus responsable. Vous êtes des talents, on vous associe à la décision. Venez nous dire ce que vous avez gagné pour la troisième année. Maintenant, si tu as gagné 100 et que c'est ce que tu avais gagné en l'année précédente, tu ne payes pas d'impôt. Dioma et Sonko te regardent. Tu ne payes pas d'impôt du tout. C'est que Dioma et Sonko te regardent. Mais en fait, c'est important qu'on réfléchisse sur notre solution. Non, tu payes pas. Non, jamais. Tu ne payes pas d'impôt là-dessus, mais tu paieras un impôt au cas où tu fais plus de chiffres. C'est-à-dire, si tu étais à 100 000... Un seuil, quoi. Un seuil. Et on dit, pour le 100, on ne touche pas, parce que ça te permet de couvrir tes charges. Maintenant, si tu fais 120, on puise l'impôt, on applique le taux sur les 20, le différentiel. C'est-à-dire, on motive les gens à faire plus. C'est vrai que tout le monde ne déclarera pas de façon transparente, mais au moins, tu as identifié les entreprises. Donc, tu as de la base, tu as de la donnée. Tu as une base de données. Tu as de la data. Tu as de la data dans ton pays et localement. Et les gens n'ont pas peur, parce que les gens ont peur aujourd'hui. Oui, mais parce que tout simplement, la relation que nous avons, je suis autorité, fais ça. Mais si tu me prépares en 5 ans pour que je puisse adhérer à ta logique, mais je viendrai tôt ou tard, parce que tu m'as préparé, maintenant j'ai plus peur de toi. Tu m'as éduqué, parce que cette préparation, c'est aussi une éducation fiscale. Mentale. Ça éduque à l'importance de la fiscalité, en mais fait. Exactement, mais il faut que moi, en tant qu'acteur, que j'en sois conscient. Si je ne suis pas conscient de la chose, je me dis, de toute façon, toi, tu es autorité, tu as tout. Moi, je me débrouille un peu pour financer mon entourage, donc je n'ai pas besoin que tu me parles. Toi, mange et tais-toi. C'est la relation que nous avons entre administrés et les personnes qu'on administre. Voilà, ceux qui nous dirigent et ceux qui sont dirigés. Donc, imaginons juste pour terminer qu'on arrive à avoir 100 000 personnes qui se décident à se formaliser pour la 4e année, avant la 5e année par exemple. On peut imaginer d'autres avantages
pour les encourager, on peut imaginer des prêts, on peut travailler avec les banques, on peut travailler avec des compagnies d'assurance, on peut faire beaucoup d'autres choses avec ces personnes en créant des leviers locaux. Tout ce que je dis J'adore tout ce que tu dis, existe ici dans notre communauté. Sauf que si on n'ose pas réfléchir, on n'ose pas utiliser localement ce qu'on a et on aime copier ce qui existe ailleurs, on n'aura jamais un pays qui fonctionne. Je parle de l'ensemble. Je termine par un exemple. Regarde la situation des jeunes. Ça me fait peur. Mais moi, j'ai peur. J'ai pitié. Non, peur. Moi, j'ai plus peur que pitié. Oui, mais des fois pitié parce que quand les jeunes te racontent Ceux qui vivent. tu as envie de dire, mais c'est quoi être président de la République? C'est quoi être ministre? C'est quoi être directeur général? Si tu es autorité, Au sein de l'administration, oui, et tu es capable de faire quelque chose, sans problème. Mais si tu es autorité, tu ne fais que dénoncer le manque de compétences des jeunes, mais moi, je ne reconnais plus ton métier. Toi, on t'a nommé pour que tu crées une solution pour les jeunes. Tu ne peux pas critiquer les jeunes. Tu ne peux pas dire la formation des jeunes n'est pas adaptée. Tu ne peux pas dire les jeunes sont paresseux. Ou dire que les curricula occidentaux ne sont pas adaptés. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Mais écoute, faut qu'on arrête. Moi j'ai écrit un livre là-dessus. Et je suis propriétaire d'école également. Oui. Je suis précis là-dessus. Il faut qu'on crée un système africain. Mais toi et moi, on n'est pas censé créer une école. Mais écoute... j'ai acheté le terrain. Pas de problème. Avec grand plaisir. La Côte d'Ivoire, avec grand plaisir. Non, oui. Avec grand plaisir. Africaine. J'aime investir en Afrique. Les gens me voient régulièrement dans plusieurs pays d'Afrique. Bien sûr. On me dit, comment tu fais? Je dis, j'utilise juste mon énergie comme les femmes. C'est ce que je dis aux gens quand on me demande comment je fais. Je suis une femme, donc je fais ce que tout. Je sais faire. Maintenant, les gens pensent à l'argent. Les gens pensent à mon réseau. Les gens pensent à n'importe quoi. Mais la seule chose qui est sûre, j'ai une énergie débordante. Je l'utilise pour l'Afrique. Exactement. Et des fois, je peux t'assurer que ça ne marche pas comme je veux. Bien sûr, mais je me tais. Normal. Je n'ai pas besoin de me plaindre. C'est normal. Parce que beaucoup d'autres personnes souffrent en silence et continuent à apporter de vraies choses dans notre économie. Et je les félicite, je les admire, je les remercie. Alors moi, j'ai une question pour toi. Dans tout ce que tu as dit, au fond de toi, quel est ton drive? Qu'est-ce qui te motive dans cet engagement? Qu'est-ce qui te motive personnellement? Et qu'est-ce qui, dans ton histoire, fait que dans ton histoire personnelle, fait que tu portes cet engagement? L'injustice que j'ai constatée dans la façon de gouverner nos États, ça ça m'a beaucoup révolté. Je ne l'ai pas vécu, mais j'ai vu des personnes vivre ça. Exemple, tu ne connais personne, tu n'as pas accès aux services dédiés à toi. Ça, c'est une réalité, même à la banque. Tu parles de l'État. Tu vas mais pas à ta banque où tu as même un compte. Mais excusez-moi, mes banquiers. Ça fait très mal de continuer à vivre avec ce système caduc qui ne produit pas de la valeur et qui écrase les personnes qui n'ont pas accès à un niveau de standing. Je vois ça injuste. Maintenant, moi, j'ai la chance de faire partie des catégories de personnes qui ont de quoi manger à midi. Alhamdulillah, on a dit ça je remercie le Seigneur. Alhamdulillah. Mais est-ce que je continuerai mon chemin sans tourner la tête à droite et à gauche? Oui. Mais je pense que j'ai fait mon choix et c'est un très bon choix. Donc, j'ai organisé une partie de ma vie dans des projets d'utilité communautaire qui apportent de la créativité, de la valeur dans différents pays d'Afrique. C'est une injustice que je n'ai pas vécue, mais que j'ai constatée. Et au lieu d'en parler partout, je crée des petites solutions. Et merci pour toutes les personnes qui nous accompagnent avec leur intelligence, avec leur temps, avec leur énergie. Et dans ce type de projet, on ne parle pas d'argent, on parle de disponibilité et d'expertise. Absolument, disponibilité, expertise. Alors, Théo, tu as parlé beaucoup de la femme, mais aussi, moi j'ai un livre ici qui m'interpelle énormément de toi. Et ce n'est pas celui de l'entrepreneuriat féminin en Afrique que j'aime bien, mais celui-là, je ne le connaissais pas. Je suis une passionnée de Sankara. Et ce que tu ne sais pas, je suis complètement... Pour moi, Sankara, c'est le last, parce que c'est un homme qui est le premier, un des premiers féministes affichés, en dehors peut-être du président de Tunisie, tu vois, du premier président de Tunisie. Mais Sankara, l'homme du peuple,
Dans ce que tu dis, dans ce que tu parles, je sens un petit côté révolutionnaire de ton côté. Hein. Qu'est-ce que Sankara t'inspire? Parce que voilà, le livre est là, L'homme du peuple, Thomas Sankara. Qu'est-ce que Sankara t'inspire? Moi, je peux te dire, hein, pour moi, je suis une sankariste. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Moi, j'étais très proche, très ami à Étienne Zongo, qui était l'aide de camp de Sankara, qui était un grand frère, un ami à moi. Et à plusieurs personnes qui ont été proches de Sankara que j'ai connues, comme Kabwe Bwana, qui est au Congo, grand journaliste, qui sont des personnes. Donc, j'ai eu des first-hand information. J'étais très bien connu le président Rollins et son épouse, hein, qui étaient des amis de Sankara. J'ai mangé à leur table à Accra et tout, puis à leurs âmes tous les deux. Et vraiment, comment est-ce que tu t'inscris dans ce courant? Et aujourd'hui, tu as parlé tout à l'heure de l'AES. Il y a des choses à dire. Moi, je connais très bien tous les pays de l'AES. Hein. J'étais au Niger aussi il y a quelques mois pour mon travail. Je suis régulièrement au Burkina, au Mali. Bon, Mali, c'est chez moi. Hein, donc, comme on dit Mali, Sénégal, c'est le même pays en réalité. Donc, Juste une petite parenthèse, hein, je vais bien répondre pour Sankara. Lorsque j'ai été choisi pour faire partie des panélistes au salon de l'entrepreneuriat de l'AES, pendant cette période, il y a eu beaucoup de communication. Les djihadistes ont pris le Mali, les djihadistes ont pris Bamako. Il n'y a pas d'essence dans le pays. Il y a beaucoup d'informations qui circulaient à travers beaucoup de plateformes médiatiques, beaucoup de rencontres, les gens en parlaient. Et ensuite, je me dis, est-ce que toutes ces communications, c'est pour me décourager de ne pas y aller? Ça me faisait tellement rigoler. J'ai dit, quelles que soient les informations qui seront disponibles pour le Mali, je dois répondre présent. Le Mali a besoin de moi pendant une semaine pour communiquer, pour travailler, pour accompagner l'entrepreneuriat local. J'y serai. Et merci à ma grande sœur, Madame le ministre Oumou Salsek, qui m'a fait confiance et qui a estimé que ma petite contribution serait un atout pour le pays. Et elle m'a reçu le jour de mon départ également. Je lui disais, mes grandes sœurs, si je suivais les télés, je n'allais pas venir. Bien sûr. Elle me dit, mais regarde, tu as vu, non, dans notre pays, il n'y a rien, non? À Bamako, il n'y a rien. J'ai dit, effectivement. Donc, pour dire des fois, les gens créent des informations toxiques. Moi, je ne regarde pas la télé. Je n'ai pas de télé, en fait. Mais c'est très bien. On est pareil. Moi, je n'ai pas de télé. Moi, ça ne m'intéresse pas. La télé, ma tante est venue en vacances, là, passer des vacances avec nous pendant une semaine. Elle dit qu'elle ne peut pas vivre sans télé. Donc, on a mis la télé. D'ailleurs, elle n'a pas vu. Et ce matin, je l'ai eu au téléphone. Elle me dit, tu sais, je comprends pourquoi elle est chez une autre amie en Éthiopie. Elle a dit que son amie aussi ne regarde pas la télé. Je dis, tata, il n'y a que toi qui regarde la télé. Parce qu'elle dit, c'est vrai, vous avez raison finalement. Parce que quand j'allume, j'ai vu qu'il y a des combats en terre à terre, main à main, à Alep, entre les Syriens et les Kurdes. Elle me dit, j'ai dit, c'est ça la télé. Moi, je ne veux pas être nourrie de choses qui me font mal, parce que ça me fait mal. Et je n'arrive plus à supporter certaines choses. Donc, je pense que l'information, elle est contrôlée par des médias occidentaux qui veulent, et ça je le dis toujours, hein, qui veulent donner une certaine image de l'Afrique. Je me rappelle, il y a 20 ans, les gens en Afrique francophone, quand je leur disais, parce que moi, la première fois que je suis allé au Nigeria, c'est il y a 30 ans. J'allais au Nigeria tout le temps, depuis toujours, ça fait 31 ans que je vais régulièrement au Nigeria. Et j'étais très jeune, j'allais avec mes parents et tout. Et on me disait, mais comment tu vas là-bas? J'ai dit, quand tu prends Air France, je me rappelle, j'avais pris un Air France de Paris à Lagos, l'avion est rempli d'Occidentaux. Alors toi, qui es à Abidjan, qui est à Dakar, où tu as des vols à l'époque, il y avait des vols, je crois qu'il y avait Air Afrique. Toi, tu dis que non, tu as peur du Nigeria. Mais les Occidentaux vont prendre les opportunités au Nigeria. Alors que c'est maintenant que les gens découvrent. Je vois les gens s'agiter. Je dis, ça fait plus de 30 ans que moi je vais au Nigeria. Ça fait plus de 30 ans que je vais au Niger. Au Niger, au Mali. Donc ça fait plus de... je sais pas, tous ces pays. Donc l'Afrique, et j'ai beaucoup aimé une phrase que le roi a dit pendant le CEO Forum. Il y avait un message du roi du Maroc, le CEO Forum, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus combien d'années, à Abidjan, pas le dernier, pas l'avant-dernier, mais il y a 3 ans. Il a dit, l'Afrique doit apprendre à faire confiance à l'Afrique. Et c'est ça, en fait, notre problème, en réalité. L'Afrique ne fait pas confiance à l'Afrique. On est prompt à recevoir des informations des médias occidentaux. Quelqu'un va peindre, un occidental va dire « Ah, Théolam est comme ça ». Mais essaie de faire l'effort de connaître Théolam, de discuter avec Théolam, de lire Théolam. Et à ce moment-là, de te faire ton opinion. C'est un peu la même chose. Oui. Donc, tu allais sur le terrain
pour voir comment ça se passe au Mali. Je vais au Niger. Oui, mais tu vas au Niger? Je suis allé à Niamey, il n'y a rien. Moi, je ne me focalise pas sur ce que les autres disent. Non, moi non plus. Moi, j'ai un message, Mais je veux j'ai qu'on une revienne action. sur Sankara. Oui, et là, on va vraiment en parler. Tu sais, pour information, ma fille que tu as déjà rencontrée, elle a commencé à regarder la télé à l'âge de 8 ans. Et je remercie quand même mon ex-épouse. C'est elle qui m'avait soufflé Moi, l'information. j'ai déjà dit en que me ton disant- ex-épouse, la fois, elle l'épousait. Parce que de toute façon, vous deux, là... Non, c'est une personne qui m'a beaucoup Tu impressionné. sais, de toute façon, tu me parles d'elle tout le temps, là. Jusqu'à sa photo est dans ton téléphone, là. Il faut aller l'épouser encore. Mais c'est normal parce qu'en fait, c'est une personne qui a J'ai dit, fait des choses réelles. remariez-vous. Vous me fatiguez. Bon, elle ne veut pas se marier, moi aussi je On veux connaît pas me les gens marier. qui s'aiment, là, c'est compliqué. Non, 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 laisse tomber ça, c'est un sujet clos. Bon, c'est un débat clos. Mais par contre, c'est important de reconnaître. À travers elle, j'ai appris beaucoup de choses et je l'ai même mentionné dans mon livre. Bien sûr. Comment elle m'a montré accompagné dans cette ascension et pour moi, c'est une bonne chose de reconnaître ça. Non, c'est important. Parce Donc, que enfin bref, maintenant pour Thomas Sankara. Kolo est bref. Tu sais, j'ai toujours dit à moi-même, à ma personne, que le jour où je parlerai de Sankara, c'est le jour où j'aurai le livre en main, que j'ai écrit moi-même. C'est fait. Et c'est fait, maintenant j'ai le droit d'en parler. Il y a à peu près une vingtaine d'années, nous, on nous appelait des révolutionnaires, des jeunes qui sont fougueux, tout ce que tu veux. Mais parce que j'avais constaté l'injustice et j'avais eu écho d'une grande figure du nom de Thomas Sankara qui s'était intéressé à ces questions et qui a fait quelque chose. Et donc, je me suis dit, mais finalement, l'Afrique n'a pas manqué de dirigeants impactants, de dirigeants visionnaires. Lui, donc, c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Et j'ai commencé à me documenter sur lui. À gauche, à droite, je cherchais. J'ai lu quelques bouquins. J'ai suivi quelques documentaires. Mais à chaque découverte, le gars me fascinait encore plus. J'ai dit, mais ce gars-là, comment il peut exister avec ce format que je n'ai jamais découvert chez un individu? Et finalement, je me suis dit, une personne que je n'ai jamais connue, qui m'a autant marqué, il faut que j'en vois plus. Et j'ai commencé à voyager au Burkina Faso. Et je me suis donné les moyens de rencontrer des personnes qui ont été avec Thomas Sankara, ministre, ambassadeur, mais bien évidemment, j'ai rencontré énormément de personnes. Ah. Et j'ai eu la chance de connaître sa petite sœur Odile Sankara. Et j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de personnes qui côtoyaient Sankara. À chaque discussion, je voyais plus qu'un monument. À chaque discussion, je voyais l'Afrique se construire. À chaque discussion, je voyais toutes nos solutions réglées. J'ai dit, est-ce que je vais m'arrêter à la situation d'observation ou je vais aller plus loin? Et je m'étais dit, il faut qu'un jour, que je décrive ce que je pense de Sankara et surtout sa politique endogène pour les femmes. Le parcours d'un réformateur surtout les femmes. Et dans ce livre, Nabou, tu vas découvrir comment Sankara a réalisé un rêve unique pour les femmes. Ça, je sais. Je connais. Non, j'ai suivi. Et je l'ai mentionné dans le livre. Ça, je sais. Je le suis justement à cause de son engagement pour les femmes. Moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, j'avais investi au Burkina Faso uniquement parce que j'apprécie Thomas Sankara. Uniquement. C'est mon seul et unique leader. J'en ai pas deux. Les autres, nous avons des relations cordiales, amicales et tout ce que tu veux. Mais j'ai un seul mentor. C'est Thomas Isidore Noël Sankara. C'est tout. Mais maintenant, vois que tu parles de Amilcar, tu parles de Omar Blondin. Mais parce que tout simplement, ces personnes ont eu des parcours similaires à Thomas Sankara. Mais mon idole est à un niveau que je ne peux pas comparer cette personne à d'autres personnes. Mais il y a d'autres acteurs qui ont été extrêmement brillants, mais qui ont fait de belles choses. Il faut les reconnaître, il faut les mentionner. Il faut en parler également. Mais maintenant, moi, je m'étais dit que lorsque le procès sera fixé à l'époque, je vais y assister. Inch'Allah. J'ai pris mon billet, oui, j'y étais. C'est là-bas où j'ai connu Seyd Larifou, Maître Larifou, qui a postfacé mon livre. C'est là-bas où je l'ai connu. Dans la salle d'audience. Okay. Lui aussi, c'est un homme engagé d'une envergure qu'on ne peut même pas mesurer. Oui. Mais j'ai eu l'opportunité quand même d'approcher sa femme. J'ai échangé avec elle. C'était la première fois que je disais à Mme Sankara, je vous admire, votre mari est unique, il a des sens que moi, je n'ai pas. Je suis en train de réfléchir sur beaucoup de choses.
mais j'ai commencé un livre il y a quelques années. Elle m'a donné une réponse très nette. C'est bien, je vous encourage. Il y a beaucoup de livres qui circulent pour mon mari, mais il y a d'autres choses énormément importantes qui sont là. Nous, on n'en parle pas. Et j'ai dit à Madame Sankara, est-ce qu'elle souhaiterait me donner des infos ou écrire quelque chose dans le livre? Elle m'a dit non. Oui. Et j'ai été très ravi parce Oui, qu'elle bien m'a sûr, dit il y c'est a son des droit. situations que je ne partagerai pas. Bien Mais j'ai sûr. accepté. Et c'est de bonnes. Et c'est normal. Elle a le droit, je veux dire. Elle c'est a le son- droit et c'est normal. Bien sûr, c'est Je normal. ne peux c'est son pas épouse. imaginer combien ça lui fait mal Bien sûr. de sortir Toute cette de douleur. cette zone en parlant de ses douleurs. Ouais. Et j'ai accepté. Donc, même en écrivant le livre, j'avais un certain nombre de parties que j'avais mis dedans. Mais un jour, en échange avec Odile, j'ai accepté de les retirer parce que c'est Bien dans sûr, l'ordre c'est normal. familial très Personnel, intime bien sûr. et personnel. Et Faut j'ai accepté. respecter. Bien Je sûr, les ai c'est retirés. normal. J'ai dit à normal. Odile, j'en parle plus. Il Non, n'y a pas c'est de problème normal, du tout. c'est C'est normal. normal. Mais donc, pour dire, j'ai juste voulu dire, nous avons eu la chance de vivre pendant une époque où une personne a porté le flambeau. Ce flambeau existe toujours. Son règne existe. Il y a des bifurcations de ce règne. Prenons acte de ce qu'il a fait. Inspirons-nous de ce qu'il a fait. Organisons nos pays. Mettons en avant les femmes. Utilisons nos ressources. Développons nos initiatives. Et à travers ce livre également, j'ai expliqué qu'est-ce qu'une politique endogène inspirée de Sankara et de sa politique intérieure et de comment il avait l'intention que l'Afrique se développe à travers ses propres moyens. Mais j'ai eu l'occasion, comme tu me l'as dit, de citer des parcours comme Cheikh Anta Diop, comme Cabral, comme beaucoup d'autres figures Alors emblématiques Cabral, de moi, l'Afrique. j'ai la femme de son frère, la femme du premier président de Luis Cabral, Mam Lucette, qui est là en ce moment. Très bien. Donc, elle est extraordinaire, elle a aussi beaucoup de choses à dire. C'est des personnes qui sont extrêmement importantes pour nos communautés. Nos systèmes éducatifs doivent converger vers la création de contenu pour que nos enfants puissent avoir de vraies valeurs, de vraies orientations et de vraies actions pour leur Mais parcours. j'irai à Dakar, Mam, je te préviens, j'irai à Dakar. Bon, elle vit à Dakar normalement, et sénégalaise aussi, et pour faire un podcast avec Mam, parce que l'autre jour, je lui ai montré une photo. Ils étaient dans le maquis avec Amilcar, avec Titina. Et elle me dit, tu sais, cette photo me fait mal parce que sur cette photo, je suis la seule à être encore vivante. Il y avait une quinzaine, même à 85 ans aujourd'hui. Ah, oh. Donc, quand je vois que tu as parlé d'Amilcar Cabral, ça me touche beaucoup personnellement. Et Omar Blondin Diop aussi, parce que comment il a terminé, je connais bien sa famille. Bon, tu connais à Dakar, on connaît. Donc, je pense que c'est important au-delà de Thomas Sankara, dans ce livre, tu as ravivé la mémoire d'autres. Oui, bien évidemment. C'est ça qui est généreux. Et c'est là où je trouve qu'est la générosité pour moi. Parce que tu t'es pas arrêté à une personne, tu as parlé d'un... C'est la réforme, des réformateurs en général. Alors, j'ai une question pour toi. On est dans un monde où on est un peu loin de ça. Je ne sais pas si tu as vu pendant la Coupe d'Afrique, le jeune homme Michel qui est resté comme ça pendant toute la durée du match, pendant le match Algérie-Congo, RDC, et qui a ressuscité la mémoire de Lumumba à travers ça. Et c'est le buzz du moment. Cet homme, aujourd'hui, on le connaît. Et pendant la CAN, le Maroc a financé, même malgré que la RDC parte, le Maroc a financé son séjour au Maroc, a décidé ok, tu peux rester, parce que c'est devenu un symbole. En même temps, ça a permis aux jeunes de reconnaître la mémoire de Patrice Lumumba, de revisiter l'histoire de l'Algérie, où Moïse Tchombé a été assassiné. L'Algérie a montré, moi je ne savais pas qu'il y avait une rue Patrice Lumumba à Alger, alors que je suis allé à Alger, je vais à Rabat, je n'ai jamais su qu'il y avait une rue Patrice Lumumba. Donc tous ces hommes dont on ne parle plus, je pense qu'ils font partie de notre histoire. Et à travers ce livre, tu nous permets de revisiter notre mémoire. Alors moi, j'ai une question à te poser à travers tout ça. On a une jeunesse, comme tu as dit, qui souffre, entre guillemets. Quelles sont les compétences qui sont importantes pour cette jeunesse-là? On arrive un peu à la fin de notre entretien. Une seule. D'accord. L'apprentissage. Apprendre. Apprendre de façon opérationnelle, je dis bien. En pratique. Exemple. J'ai dans mon quartier des femmes qui fabriquent l'eau de Javel. J'identifie les besoins des femmes
et je crée les premières solutions. Je peux créer une solution de communication pour accompagner le développement du produit. Je peux En tant que jeune, hein? Oui, en tant que jeune. J'ai un smartphone, j'ai un ordinateur. Si je n'ai pas d'ordinateur, je peux emprunter. Ils ont tous des téléphones où ils regardent, ils dansent. Donc, ils peuvent aussi... C'est-à-dire, ton cerveau, si tu l'orientes à la créativité et à l'innovation, le cerveau sera connecté à ces deux concepts. Créativité, innovation. Donc, apprentissage, créativité et innovation. Et surtout, innovation localement identifiée. D'accord. Donc, je récapitule pour mon audience. L'apprentissage, mais pratique, opérationnel. Identifier des problématiques autour de soi et se dire comment est-ce que je peux contribuer à travers, ne serait-ce que mon téléphone, à développer et à créer même mon propre emploi à travers ça. Très bien. Deuxième chose, se connecter à la créativité, à l'innovation de façon à pouvoir trouver des solutions locales. On ne va pas loin. Donc ça, ce sont les compétences qui pour toi sont importantes. Et à titre d'exemple, tu peux voir un flaque d'eau, tu peux tester des ressources naturelles qu'on peut utiliser pour purifier cette eau. Excuse-moi. Tu peux imaginer qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos villages. Réfléchis à des solutions innovantes qui peuvent donner naissance à des choses que nous pourrions multiplier plus tard. C'est-à-dire, je suis en train juste de dire, localement identifié signifie des choses qui nous parlent, mais pas innover sur ce que les autres ont créé. J'ai bien compris. Et j'en ai marre qu'on dise à nos jeunes, pour innover, aller sur l'intelligence artificielle. Mais mon ami, ça ne nous appartient pas, ces choses-là. Pour innover, nous avons déjà créé des applications, il faut juste faire ceci ou faire cela. Pourquoi pas instaurer dans nos systèmes un process qui permet à des enfants de comprendre notre histoire, notre culture, nos besoins, nos ressources, et qu'on les formate dans l'utilisation de tout ça pour créer leur parcours. Et quand un parcours est réussi sur le plan local, c'est un parcours qui va impacter d'autres parcours. Ensemble, nous pouvons faire notre monde africain. J'adore ce que tu dis et je note une chose. Ce que je retiens de ce que tu as dit, au-delà de l'apprentissage pratique, de l'innovation avec des solutions locales, de la créativité, moi je dirais l'observation, la créativité par l'observation de ce qui se passe autour de nous, sans pour forcément se dire qu'on a besoin de choses complexes pour pouvoir innover. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est quelles sont les 3 valeurs qui sont importantes pour toi? Alors, les 3 valeurs, je peux les transformer en compétences en même temps ou en points favorables au développement des compétences. Ouais. Et je l'adresserai aux jeunes. Premièrement, il faut impérativement qu'un jeune puisse se dire « Mon avenir m'appartient, c'est à moi de créer les conditions de réussite. » Hormis l'État, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon budget? Qu'est-ce que j'ai? Ce qui me manque, je ne peux pas me concentrer là-dessus pour le moment. Je peux avoir une compétence à vendre auprès d'une institution locale. Je peux avoir une solution à apporter à un problème. Je peux avoir énormément de compétences à présenter dans une réunion et que les gens me choisissent. Ce que tu as. Commencer où je suis avec ce que j'ai. Exactement. C'est ça. Pour toi, c'est la valeur la plus importante. C'est la valeur la plus importante d'un écosystème parce que ça te permet de briller. Parce que briller signifie, j'ai réussi à faire un bon service avec X. C'est ça. Et il va me recommander. C'est tout. Ça, c'est Donc, sûr. c'est aussi simple que ça. En même temps, c'est ça. Maintenant, les personnes qui vont suivre la vidéo peuvent prendre une valeur, briller, savoir utiliser ses capacités comme vous voulez, mais en tout cas de façon terre à terre. C'est le premier élément que j'apporte en termes de conseils pour les jeunes. Comme tu m'as demandé 3, je choisis un deuxième conseil, c'est les élément. valeurs. Les conseils, c'est après. Oui, donc moi je les mélange, mais après les personnes qui suivent, il n'y a pas de problème. Donc le deuxième élément que je peux prendre comme valeur, c'est d'essayer de se dire, j'ai déjà une première approche, comment j'ai observé mon environnement et me préparer pour réussir avec ce que j'ai, c'est comment agir. En agissant, tu ne peux pas photocopier ton voisin pour regarder son parcours et demander à Dieu de te mettre dans la même facette que ton parcours. Comme les gens font même prière que celui-là, tu ne connais pas ses problèmes, tu dis même prière. Non, on ne peut pas. Le monde est unique, certes. Nous partageons ce monde. Mais les personnes qui sont dans le monde sont différentes.
Nous sommes totalement différentes, Nabou. Je ne peux pas ressembler à Nabou et je ne veux pas que Nabou se ressemble à moi Bien sûr que non. parce que ce n'est pas ce que je cherche. C'est pour ça qu'on fait la conversation, pour apporter de la Exactement. richesse à la communauté. C'est tout. Et on n'est pas grand parce qu'on a de grands diplômes. On n'est pas grand également parce qu'on est invité à la télévision. On n'est pas grand également parce qu'on nous décore. Merci. On est grand à travers nos actes précis qui servent à la communauté. Donc, Le action. repas, Première chose, Oui. je Et vais cette récapituler action-là. un petit peu pour l'audience, juste pour qu'ils suivent. Première chose qui est importante, c'est commencer avec ce que l'on a. Deuxième chose, tu parles d'action. C'est ça? oui, Agir. Parce que pourquoi je parle d'agir? Parce que souvent, quand tu veux commencer avec ce que tu as, l'écosystème te dit tu n'as n'as rien. pas d'argent, tu n'as n'as rien. rien. Or, tu as un stylo, Et puis tu as un cerveau, et puis tu tu as as un toi-même. cerveau, tu as toi-même. Donc finalement, je ne veux pas forcer l'action au premier point. Je veux juste qu'au premier point, qu'on reconnaisse ce que nous avons, fais un bilan de ce que tu as et commence avec ce que tu as et projette-toi. Et Ta en projection. faisant, avec l'action, tu vas te rendre compte que tu essayes de bricoler. Jusqu'à ce que tu trouves ton chemin. Exactement. Parce que tous les éléments qui sont créés autour de nous, qui nous permettent de vivre, les gens ont testé. Ils ont réussi à faire à un niveau. Et d'autres ont perfectionné. Absolument. Et jusqu'à aujourd'hui, on a des avions tellement sophistiqués et qui tombent rarement parce qu'il y a eu un développement de technologie extrêmement pointu. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la première approche. Et l'action, pour moi, signifie commencer dès maintenant. Mais par contre, quelqu'un qui fait l'action, c'est quelqu'un qui se connaît, qui connaît sa valeur, qui connaît ses potentialités et qui se dit, je ne dois pas avoir peur d'une situation que je ne connais pas. Donc ça, ce serait le troisième conseil, la Non, troisième valeur. oui, je suis en train d'introduire la troisième valeur. Ok, il nous Et restera beaucoup. la troisième valeur, il y a beaucoup d'éléments qui sont autour de cette troisième valeur. La peur, le jugement, qu'en dira-t-on, le fait de privilégier le paraître. Et je vais trouver un mot peut-être qui ne correspond pas forcément à tout ce que je veux dire. Mais vas-y, je verrai comment je peux le Et, formuler. ou bien je le mets sous forme de phrase. Des fois, tu as un jeune qui veut faire quelque chose et son ami lui dit, c'est pas possible parce que tu es jeune. Merci. C'est pas possible parce que l'autre ne l'a pas réussi. C'est pas possible parce que ton père n'est pas ministre. C'est pas possible parce que tout simplement tu vis en Afrique. Mais arrêtons de demander aux jeunes de créer des parcours impossibles. Donnons-leur juste une vision où l'espoir sera permis. Il ne coûte rien à un individu de dire à un jeune, essaye, tu ne feras pas la prison parce que tu as essayé d'écrire un livre. Tu as essayé de communiquer. L'essentiel, c'est de respecter le canevas de notre identité, de respecter les lois de notre République et de respecter tout le monde. Tant que tu respectes ces éléments-là, tu peux oser briller en essayant. Donc cette valeur, après, chacun peut l'orienter sur comment elle l'entend, mais pour ma part, c'est de dire stop aux personnes qui me donnent des discours négatifs et qui n'ont jamais essayé. Et généralement, les personnes qui sont autour de toi, qui te demandent de ne pas agir, de ne pas essayer, Parce qu'elles-mêmes, elles ont peur. mais elles n'ont jamais rien Et fait non, quelque non chose. seulement elles n'ont rien fait, mais elles ont peur. Elles n'ont jamais testé. Non, elles Quand n'ont pas tu n'as testé. jamais testé, tu ne peux pas donner une leçon à quelqu'un qui teste. Tu peux être support de conseil, Oui, mais tu ne peux support, pas oui. être le matériel principal. Moi, j'ai déjà essayé. On ne peut pas me donner des conseils sur ce que j'ai essayé. Mais tu connais pas, tu as vu, il y a énormément de gens qui donnent des conseils en entrepreneuriat qui ne sont pas entrepreneurs. Moi, ça m'impressionne. Ah, mon ami, Je les vois tous les jours, je les regarde. mon ami, Mais- mon ami, moi, je peux dire trois choses sur moi que je ne dis pratiquement jamais. Quand je suis filmé, je ne le dis pas. Je suis entrepreneur depuis 20 ans. Je fais des missions de conseil en même temps. J'écris des livres sur l'entrepreneuriat. D'ailleurs, tu as écrit 8 livres, et je Oui. voulais dire à mon audience. On en a quelques-uns ici, si tu permets. Parce qu'on Exactement. arrive à la fin. Donc, il y a Comment entreprendre en Afrique. Il y a Entreprendre en milieu éducatif africain, les leviers du succès. Il y a Entrepreneuriat féminin en Afrique, une mine d'or inexploitée. Et mon préféré, celui-là, que je n'ai pas encore. Et ces livres sont tous disponibles sur Amazon, je pense, sur Oui. le site de l'Harmattan. Donc, pour ceux qui voudront. Et le book club arrive parce qu'on a toute une somme d'écrivains. Et ne m'écrivez pas pour me dire où est-ce qu'on trouve les livres. C'est à l'Harmattan. Hein, parce que vous aimez trop poser des questions. Je réponds, vous posez 10 fois la question. Mais je vous invite à lire ces livres et d'autres, hein, parce qu'il y en a 4 qui manquent. Je pense que c'est important
qu'on ait de la production africaine. Donc, tu m'excuses, hein, je te coupe pas, mais on arrive à la fin de l'entretien. Avec donc j'essaie grand plaisir. de profiter un petit peu du temps pour aussi parler de ce que tu as produit. C'est important. Mais écoute, avant d'arriver au troisième point, avec plaisir que tu partages mon numéro dans le lien. Si Oui, les t'inquiète personnes pas, ont besoin, on partagera. en tout cas, de communiquer avec moi, avec D'accord, grand plaisir. avec plaisir, C'est y a comme pas tu de veux. souci. Maintenant, le troisième point qui est la valeur la plus importante d'une vie également, c'est cette façon de croire en ce que tu fais. Et que moi, j'ai utilisé la peur, le jugement, qu'en dira-t-on, le fait de montrer ce qu'on n'a pas, le fait de ressembler à d'autres personnes. En fait, Ça c'est ne croire en marche soi. pas. Donc, première Tout ça. chose, faire avec ce que l'on a. Deuxième chose, agir. Mhm. Et troisième chose, croire en soi et croire en ce que l'on fait pour ne pas être encombré par la négativité de l'environnement. C'est tout. Donc, merci pour ça. Merci Théo pour toute la valeur ajoutée, apportée. Notre Wartan ne peut pas finir ici. On doit refaire une autre. T'as vu, tu sais, Exactement. on va refaire un autre parce que moi, je ne me lasse pas de t'écouter et tu le sais. Et je me rappelle quand on s'est rencontrés, c'était quoi ça fait presque 10 ans, tu sais. Ça fait plus de 10 ans au Mali, C'était à Bamako, chez notre ami Gakou. Gakou, que j'arrive à Bamako pour faire les vidéos, justement. On donnait tous les deux des cours d'entrepreneuriat. Et c'était un plaisir. Et c'est un plaisir d'avoir pu reconnecter avec toi, vraiment partager des belles choses avec toi à chaque fois. Merci pour toute la générosité, pour tout le partage que tu fais et pour toute la valeur que tu apportes au continent. Parce que tu apportes énormément de valeur au continent. Donc, merci. Et je suis heureuse qu'on ait enfin pu faire notre podcast. Après plusieurs mois d'essayage. Après Lomé, on était à Dakar ensemble. Maintenant, c'est à Abidjan finalement qu'on Oui. le fait. Comme quoi, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. C'est ça. Merci infiniment. Au nom de la communauté, je te remercie. Au nom de mon audience, je te remercie d'être toujours disponible pour moi. Vraiment, I'm grateful, je suis reconnaissante. Vraiment, sincèrement. Mhm. Et je voudrais que tu regardes ta caméra et que maintenant tu donnes ton conseil à notre audience avant que je clôture la session. Enfin, Nabou, je te remercie également pour ta générosité. À travers le talk que nous avons eu à faire à Lomé, j'ai reçu énormément d'appels. Mais moi, je me suis dit, mais être à côté de Nabou signifie finalement être dans les réseaux sociaux. Tu sais Moi, que je j'ai savais pas que de j'étais compte filmé, Facebook. hein. Tu sais que je savais pas que j'étais filmé. Non, donc non, moi, j'étais mais sur- tout le monde comprend. Pour moi, je suis moi, je m'en filmé fous. seul. Oui, mais moi mais aussi. c'est pas le plus important. Moi, je m'en fous. C'est que plusieurs personnes qui m'ont appelé m'ont dit « Ah, tu connais Nabou? Ah oui, mais on est content. » Je dis « Il n'y a pas de problème. C'est notre Nabou national à nous tous. C'est important de la soutenir parce qu'elle fait un travail excellent pour la communauté. On doit y apporter notre contribution. Maintenant, moi, le conseil, je vais te suivre quand même. Oser briller. Merci. Comment on brille? Merci. Nabou a la solution parce qu'elle organise un masterclass dimanche prochain. Il paraît qu'il faut s'abonner, aller dans les liens de discussion, les choses compliquées que je ne connais pas. Mais vous qui êtes dans les réseaux sociaux, vous connaissez tout. Contactez Nabou Fall à travers les réseaux sociaux et inscrivez-vous pour avoir la suite de cet élément qui est important, oser briller. Et pour moi, mon conseil va s'orienter sur ça. Oser briller signifie, je n'ai pas besoin d'un grand nom. Je n'ai pas besoin qu'on m'invite à la télé pour montrer que je suis surhomme. Je n'ai pas besoin de montrer mes super qualifications. Non, j'aime ça. Je n'ai pas besoin d'expliquer la grande école que j'ai faite. Je n'ai pas besoin d'expliquer qui suis-je. J'ai besoin de poser des actes pour moi-même, en évaluant mes propres capacités, en ayant l'autosatisfaction de ce que j'ai pu produire comme réflexion, comme action, comme projet pour ma communauté et pour moi-même. Des fois, je dis pour moi et ma communauté, mais aujourd'hui, j'ai choisi pour ma communauté et pour moi-même. Parce que tout ce que je fais pour moi-même, d'impactant pour la communauté, tout se passe comme si c'est ce que je récolterai ici et ailleurs. Donc, je vous invite à briller avec ce que vous avez, avec le peu de talent que vous avez, l'écriture, la communication, la gestion de projet, l'entraide, La photo, la vidéo, tout ce que vous voulez. le montage. Et tout ce que ça n'acceptez pas de dire, comme je n'ai pas été à l'école, je ne pourrai pas vendre cette compétence. Aujourd'hui, pour terminer, nous avons une économie dormante chez les femmes. Nous avons même une économie invisible chez les femmes. Des services invisibles. L'entraide, la santé, les décès. Tout ce que vous voulez au niveau de nos différentes communautés en termes de services, les femmes font ça.
Maintenant, il faut tout canaliser, il faut tout structurer, il faut mettre de l'accompagnement en y mettant de l'ordre pour que les femmes soient les piliers de notre économie. On en parle, mais on fait peu d'actions pour ça. Quand on parle de quelque chose, il faut qu'on soit aligné au terme des actions également. C'est ce que je voulais dire pour finir, en te remerciant et surtout en remerciant des personnes qui te suivent régulièrement. Je les invite à faire l'abonnement. Tu Et m'as envoyé- j'apprendrai Merci, il faut leur dire. Hein. à le faire parce que tout simplement, Parce qu'eux, là, vraiment. Hein. c'est intéressant d'avoir Ouais, des les gars- contenus qui nous permettent de nous rappeler de notre histoire et surtout qui nous donnent la projection. Et bon, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui t'accompagnent, que tu remercies régulièrement. Oui, bien Les sûr. cadreurs, les monteurs, les assistants, Ah oui, ils les font du personnes vraiment. qui t'accompagnent régulièrement dans tes différents contenus. C'est des personnes à saluer, c'est des personnes de talent. On doit prendre exemple également sur ces personnes. En général, les personnes qui sont de profil cadreur n'ont pas été beaucoup à l'école pour apprendre un métier et ils font un travail fantastique. C'est le contraire maintenant. Tu as des gens qui ont fait des grandes études, mais qui rêvent de devenir cadreur. Mais c'est donc c'est une bonne Aujourd'hui, chose. chacun suit sa passion. C'est ça. Tu vois. Donc c'est une bonne chose. J'aime bien ta complémentarité. Je préfère m'en arrêter ainsi. Merci beaucoup. Et je te remercie encore Et une quand fois est-ce de qu'on plus. coécrit un livre ensemble alors? Mais avec grand plaisir. Si tu veux, on peut commencer demain. Tu sais que Demain? Youssou N'Dour et Omar Pène ont commencé leur chanson dans une émission télévisée. Mais nous, on dit comment on ça y fait. est. On peut faire la même chose, Ah, moi, même je si suis on dans copie. l'action. Tu sais que moi, je suis dans l'action. Hein. Nabou, on termine, on commence. Dire Nadal. C'est vrai. fini. En tout cas, Théo, merci encore. Ça a été un très beau moment de partage, d'apprentissage, vraiment de valeurs aussi, beaucoup de valeurs. Et je vais dire à mon audience, donc, si vous venez d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne de développement professionnel et personnel. Vous avez vu le charismatique que j'ai amené aujourd'hui, Théo Lam, vraiment Théo Lam. Donc, si vous voulez devenir inspirant, impactant, brillant et charismatique, vous savez, c'est ici. Si vous voulez oser briller, c'est ici, sur la chaîne Nabou Fall officielle. Abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez pas nos contenus d'apprentissage avec des personnes brillantes, inspirantes et impactantes, comme mon invité d'aujourd'hui. À bientôt.